Bonsoir et bienvenue à notre conférence en ligne « Créer un nouveau sourire dans votre cabinet dentaire » animée ce soir par le docteur Stéphane Koubi. Alors vous avez été plus de 1100 inscrits pour ce webinaire, issus de 28 pays, donc j'espère que vous êtes tous connectés ce soir. Donc tout d'abord, je vais dire un petit mot concernant notre intervenante de ce soir. Donc, le docteur Stéphane Koubi est chirurgien dentiste en exercice libéral à Marseille, maître de conférences des universités. Il est aussi fondateur de l'Institut de la Facette et est un des membres actifs du groupe Style Italiano et responsable du département de l'indirect. Vous allez pouvoir poser vos questions tout au long de la conférence de ce soir et dès maintenant dans l'espace dédié à cet effet en bas de votre écran. Les questions sont directement reçues par nos responsables scientifiques Jean-Yves Sirce et Chakib Taleb qui vont les traiter et venir les transmettre à Stéphane Koubi à l'issue de sa présentation. Voilà, je laisse la place et la parole à Stéphane Koubi et je vous souhaite de passer un agréable moment. Bonsoir mes chers amis et chers consoeurs, chers confrères, je suis ravi d'être avec vous ce soir. C'est une intervention qui est sous un format original et donc je voudrais remercier nos amis de Dental Espace et d'Ivoclar Vivadent pour avoir organisé cet événement un petit peu atypique. Donc on va faire bien sûr une conférence en ligne, mais le cœur de la conférence ne doit pas changer, à savoir essayer que tout un chacun qui est en ligne avec nous ce soir puisse repartir de cet échange avec quelque chose de nouveau dans sa poche, à savoir demain matin quelque chose de nouveau dans le cabinet. Alors pourquoi parler des recettes du sourire? Parce que les recettes sont le format traditionnel, c'est-à-dire l'aspect culinaire était un aspect que tout le monde est susceptible de comprendre facilement. À savoir que si les matériaux sont performants au jour d'aujourd'hui, ce n'est pas simplement la seule et unique condition pour faire des traitements qui soient réussis dans la pratique quotidienne. Donc à cela, il faut associer aux matériaux, il faut associer des concepts cliniques, une méthodologie. Et c'est l'ensemble de ces deux paramètres qui permettra de faire donc une dentisterie quotidienne qui soit prévisible, qui soit accessible et qui soit reproductible. Ça, ce sont les mots-clés qui vont représenter les piliers standards de cette dentisterie que l'on souhaite populaire, à savoir esthétique, simple et guidée. Si vous sortez d'un de ces trois mots-clés, forcément, on aura des difficultés à dire que les concepts que l'on va échanger avec vous sont des concepts qui sont accessibles au plus grand nombre. Alors, comme je vous le disais, parler de concepts populaires, concepts cliniques populaires, ça veut dire des concepts qui sont en tout cas destinés à tout le monde et non pas à une cible extrêmement fine. Et je vous donnerai pour cela un exemple simple de ce que peut être un concept populaire. C'est ce chiffre de 0,5. 0,5, qu'est-ce que ça veut dire? 0,5, en fait, c'est la couche d'émail à reconstituer dans différents types de reconstitution. Et si vous prenez trois exemples, les techniques directes avec des composites, où le seul souci est de garantir, si vous voulez, la réalisation d'une couche de 0,5 mm d'émail en surface qui recouvrira le composite. Pour cela, on a besoin d'instruments qui vont nous guider et qui vont nous offrir et nous garantir avec certitude la possibilité de ménager cet espace de 0,5. Avec, par exemple, la réalisation de facettes, eh bien là encore, notre souci est d'offrir une réduction de 0,5 au prothésiste afin que l'on soit sûr de proposer une épaisseur minimale pour la réalisation de ces restaurations. Et enfin, dans le domaine de la dentisterie fonctionnelle, quand on veut reconstituer des bouches complètes, augmenter la dimension verticale, on va faire appel à des facettes occlusales. Et pour faire ces facettes occlusales, on va également utiliser des facettes occlusales dont l'objectif est d'avoir une épaisseur minimale de 0,5 mm. Donc vous voyez qu'il y a trois sujets différents et pourtant toujours le fameux même chiffre d'or. Donc, qu'est-ce que vous attendez ce soir? Vous attendez de nous qu'on soit capable de parler autour de trois sujets, puisqu'on s'est permis, sur un format qui n'est pas trop long pour la soirée, eh bien on se permet de pouvoir parler de trois cas cliniques. Un cas simple d'une incisive centrale, mais elle est aussi simple que ce qu'elle est compliquée. Un cas un peu plus complexe avec une incisive, une réhabilitation du sourire avec des dents qui pourront être pour certaines en malposition. Et enfin, ce qu'on appelle des cas mixtes où plusieurs types de restauration doivent être réalisés. Pourquoi on a choisi ces trois types de restauration?
Bien tout simplement parce que ça représente un panel, on va dire, assez traditionnel de ce que peut être la pratique de tous les jours. Alors pour cela, aujourd'hui, quelles sont les discussions, les réflexions qu'on peut avoir sur notre dentisterie de tous les jours dès qu'on doit travailler sur l'organe dentaire? La question aujourd'hui est simplement de savoir si ce cas-là va nécessiter un concept de préparation, c'est-à-dire faire appel à des couronnes, du prepless, donc des restaurations partielles, donc plutôt des facettes, ou ce qu'on va appeler des no-prep. Et donc l'essentiel, afin d'être logique et honnête avec ce que représente notre dentisterie quotidienne, le prepless représente aujourd'hui la plus grande partie de cette dentisterie quotidienne. Le no-prep peut exister, mais pour moi, ça représentera peut-être 0,5% des cas réellement destinés à ne pas du tout être touchés et être purement additifs. Pour le reste, le prepless, pour moi, est probablement la solution la plus sûre pour pouvoir réaliser une dentisterie qui soit reproductible, qui nous permette de faire des empreintes faciles, de qualité et surtout qui soit lisible au laboratoire. Si vous proposez des choses qui ne sont pas lisibles au laboratoire, ça sera encore une fois de la performance individuelle et non pas de la dentisterie de tous les jours. Donc, premier sujet, une dent unitaire qui est dyschromiée. Ça, c'est un sujet auquel on est tous confrontés. Et dans un cas comme celui-ci, eh bien, on se retrouve généralement avec plusieurs questions. La dent a une morphologie qui est correcte, une légère malposition, et pour autant, est-ce qu'on va faire un composite? Est-ce qu'on va faire un blanchiment? Est-ce qu'on va faire une facette? Cette patiente, elle a plus de 25 ans. Elle a une demande esthétique qui est élevée et elle en a marre de refaire ses composites de manière récurrente. Et en même temps, vous voyez qu'on a un état de surface où il y a quand même déjà quelques coups de fraise qui sont passés de manière répétitive. Et on a donc plutôt envie de restaurer de manière durable avec des matériaux plus stables dans le temps, donc avec une stabilité optique et des propriétés physiques dans le temps qui nous permettront d'offrir cette garantie-là. Donc, le préambule à un cas de dyschromie, quand on parle d'une dent unitaire, je suis bien précis, c'est d'abord de rendre une dent qui était dyschromiée normale. Et ensuite, on va considérer ce cas normal comme un cas que l'on doit traiter avec toujours la même réflexion. Pour cela, on fait appel à un blanchiment interne avec du perborate de sodium et également, comme vous le voyez sur l'incisive latérale, on a fait appel également à un blanchiment externe sur la dent numéro 22. Ensuite, va se poser la question de la reconstitution intérieure du corps de cette dent qui a subi un traitement endodontique, donc qui passera par la reconstitution par un tenon fibré avec une procédure de collage, des systèmes adhésifs duals et des injecteurs susceptibles de pouvoir aller très bas. Alors qu'est-ce qu'on utilise comme matériau pour injecter des tenons fibrés? Eh bien, le multicore flow est une des options que l'on aime bien parce qu'elle dispose de propriétés de fluorescence qui sont très proches de l'organe dentaire, à savoir de la dentine. C'est une thèse d'exercice que l'on avait fait faire par une de nos étudiantes et ce sont des études qu'on avait réalisées à Bordeaux avec mon camarade Jean-François Lasserre. Donc l'intérêt d'utiliser le colibri qui est l'embout que vous voyez là, c'est qu'on s'inscrit typiquement dans une logique du plug and play, c'est-à-dire qu'on utilise la seringue et on vient brancher directement un embout automélangeur dont l'extrémité peut être pliée et donc réaliser même une coudure à 90 degrés sans réduire la lumière, ce qui est un des inconvénients majeurs que l'on peut retrouver avec justement les embouts traditionnels en plastique ou même certains en métal, ce qui va modifier donc la fluidité et donc la vitesse d'injection. Simplement une toute petite animation pour essayer de vous faire comprendre le fonctionnement. Donc l'embout vient directement au contact de la gutta apicale, on vient faire une vague ascendante avec bien sûr au préalable un traitement adhésif et on vient injecter dans le même temps avec le même matériau et la partie canalaire et la partie coronaire afin de disposer d'un corps unique, d'une homogénéité et non pas d'interface entre les deux. Ainsi, on se retrouve donc à reconstituer cela. Je vous parlais tout à l'heure des propriétés de fluorescence du multicore flow. Voilà une des études qu'on avait réalisées à Bordeaux qui font ressortir clairement donc un des avantages optiques de faire appel à ce type de matériaux pour mimer eh bien, la dentine qui est le corps en l'occurrence que l'on doit reconstituer. Pour la suite, lorsque cette dent-là redevient une dent normale, eh bien, on choisit l'option d'une facette, mais qui est une option qu'on peut tout à fait discuter. Cette option-là,
on retombe sur des basiques, mais il y a des règles très précises que je voudrais échanger. N'oubliez pas que l'esprit de la soirée, c'est de parler de recettes. Donc, puisqu'on ne va pas changer la morphologie de cette dent, étant donné qu'on ne va pas faire de traitement orthodontique, donc on gardera la malposition, on doit donc s'inscrire dans une réduction homothétique de cette forme existante, à savoir l'utilisation de fraises que l'on va calibrer et dont l'épaisseur, dans le cas d'une dent individuelle, doit être de 0,8 mm et non pas de 0,5 mm comme il est classiquement le cas quand on va faire 4, 6, 8 facettes. Pourquoi ? Parce que quand on fait une dent individuelle, on a un problème de luminosité. Et la luminosité, quand vous faites des préparations qui font que 0,4 ou 0,5 mm, eh bien vous retrouverez systématiquement soit avec des facettes trop grises, soit un manque d'épaisseur si vous avez utilisé les bons matériaux. Donc pour éviter cet écueil, eh bien, nous vous invitons donc à faire une réduction avec des rainures transversales. Elles sont au nombre de 3 au niveau de la face vestibulaire et des rainures de réduction de 1,5 mm au niveau des bords libres des dents, afin d'offrir justement la possibilité à nos amis prothésistes de disposer d'une certaine liberté artistique et en même temps de la rigidité mécanique d'une céramique qui aura besoin de cette épaisseur minimale pour résister aux contraintes de propulsion extrêmes lors des mouvements dynamiques. Lorsque les différentes rainures sont réalisées, on dispose donc là de l'information la plus précieuse et qui est de dire de combien je vais rentrer ma fraise dans la dent qui est en face de moi. Eh bien, une fois ces rainures réalisées, il suffit d'homogénéiser cela à l'aide d'une fraise congée jusqu'à disparition des différentes marques. Mais à ce stade-là, il est très important, si je me permets d'insister, c'est de respecter la convexité de la face vestibulaire. Parce que la grande différence entre une restauration partielle et une restauration périphérique, c'est le respect de cette convexité. Pourquoi ? Parce qu'en respectant moi la convexité vestibulaire, eh bien, je vais créer des contre-dépouilles. Et ces contre-dépouilles, si je me permets de les garder, c'est parce que l'insertion de la facette va se faire par un axe de rotation et non pas une insertion axiale comme c'est le cas pour une couronne. Donc dans le cas des facettes, eh bien, je me permets de garder ce bombé-là. Comment est-ce qu'on garde un bombé lorsqu'on va homogénéiser ? On va placer notre fraise pour le tiers cervical dans l'axe de la racine et pour les 2 tiers incisifs, on va changer justement la fraise dans l'axe de la couronne. Donc en changeant cette angulation-là, on va donc bien préserver la convexité vestibulaire de la dent qui est à l'origine du gain biologique essentiel qui sera obtenu lors de la réalisation de restauration partielle et non pas des 2 tiers ou des 70% de volume perdu qu'on peut obtenir lorsqu'on va réaliser une restauration périphérique. Ensuite, le bord libre sera réalisé avec un butt margin de façon à mettre complètement à plat simplement avec une fraise à 90 degrés eh bien, le bord libre de nos dents pour asseoir notre facette au moment de l'essayage. Parce que ça, c'est une des parties délicates, c'est l'essayage de la pièce et au laboratoire, c'est la même chose. Donc, on a besoin d'avoir une stabilisation mécanique parce que la seule chose dont on a besoin quand on n'a plus de problème d'épaisseur, c'est d'assurer la stabilisation de la facette au moment de son collage. Donc, une fois la mise en place de ces différentes réductions homothétiques, il suffit de polir avec des fraises de granulométrie inférieure, donc des grains rouges, et on se retrouve donc avec une préparation à minima. Mais même si c'est une préparation à minima, je répète, dans le cas d'une incisive individuelle, donc une dent unitaire, en raison de problèmes de luminosité, on ira vers une épaisseur qui fera ici 0,8 mm. Ensuite, on doit procéder à la mise en place de la procédure adhésive, à savoir mise en place d'une digue individuelle, mordançage à l'acide orthophosphorique, mise en place de l'adhésif, donc on frotte, on laisse 5 à 10 secondes pénétrer et ensuite on va sécher fortement et photopolymériser. Et enfin, injection dans la facette de la pâte de collage et mise en place de la facette. Et surtout, on utilise ce petit instrument que vous voyez sur la droite qui s'appelle l'Optrascule Pad, qui est un instrument extrêmement doux puisqu'il a un embout mousse qui nous permet d'exercer la pression adéquate pour pouvoir positionner la facette. Alors plutôt que des longs discours, bien, on s'est dit qu'il serait mieux d'échanger avec vous autour de la procédure de collage de plusieurs facettes, mais là vous en verrez qu'une seule pour résumer un petit peu mon propos, mais cette fois-ci dans un mode plus dynamique, à savoir l'essayage avec des pâtes à base de glycérine, ce qu'on va appeler des pâtes Train. Ici on a utilisé du variolink esthétique. Ensuite, mise en place de la digue individuelle, isolation de la dent parfaite, micro-sablage de façon à
éliminer parfaitement tous les résidus provisoires et tout de suite, on commencera avec la procédure de collage traditionnelle, le mordançage à l'acide orthophosphorique pendant 25 à 30 secondes. Tout ça, généralement, on est sur des plages améllaires. Donc, on va pouvoir rincer, sécher et ensuite procéder à la réalisation du système adhésif au niveau des surfaces améllaires qui sont en présence avec peut-être parfois de toutes petites plages de dentine, mais qui, dans le cadre d'adhésifs modernes, universels, ne présentent absolument aucun souci. Ici, le gros de la surface, 90%, 95% de la surface, sont des surfaces améllaires, c'est-à-dire le niveau 5 étoiles pour obtenir des valeurs d'adhésion qui sont très élevées. Ça, on n'a plus besoin de le démontrer maintenant depuis pas mal de temps. Donc ensuite, on sélectionne une pâte de collage qui va avoir une luminosité importante. La luminosité est un des points clés quand il s'agit de parler de pâte de collage pour des facettes qui sont fines, car on sait que quand les facettes font moins de 0,8 mm, la pâte de collage aura une incidence sur le résultat final, la propriété optique de la restauration une fois collée. Donc ne pensez pas que la pâte de collage est là juste pour la galerie, elle a un rôle important également dans le jeu optique qu'on obtiendra entre la facette, la pâte de collage et le substrat dentaire. Donc vous voyez qu'ensuite, une fois qu'on a éliminé avec le pinceau, on ne va pas chercher à éliminer parfaitement, on va positionner l'instrument et on va flasher pendant 1 minute avec une lampe de haute intensité comme peut l'être la Blue Phase, et on procédera ensuite à une élimination avec une lame de bistouri numéro 12 en traction. Surtout, aucun instrument rotatif ne doit être placé à nouveau sur l'état de surface de ces dents, de façon à ne pas altérer un glacé de surface que l'on obtient en sortie de cuisson, qui est unique et qu'aucun instrument rotatif pourra recréer, quelle que soit sa granulométrie. Donc ça, ce sont des points qui sont importants. Donc ici, ça nous permet de pouvoir obtenir, grâce à un travail fantastique de mon camarade et partenaire Gérald Dubassi, on restituer l'illusion du naturel en ayant justement quelque chose qui soit extrêmement intégré, pas parfait, mais intégré. Deuxième situation clinique. C'est une situation clinique auquel beaucoup d'entre nous sont confrontés au quotidien lorsque les patients sont demandeurs d'une réhabilitation de leur sourire, mais que pour autant la situation de départ n'est pas idéale. Car si souvent on peut voir dans des articles ou sur les réseaux sociaux des cas exceptionnels en termes de délicatesse des préparations, ce sont souvent des cas où au départ les dents ne sont pas dans un trop mauvais état. Mais souvent quand les patients consultent, c'est parce qu'ils veulent améliorer ou embellir leur sourire qui, pour des raisons X, Y, Z, peuvent présenter des anomalies. Ici, on le voit très bien, c'est un sourire qui n'a pas la convexité souhaitée et n'est plus en harmonie avec la lèvre inférieure. Le positionnement des dents n'est plus bon, notamment sur des vues occlusales qui sont beaucoup plus pédagogiques que des longs discours. Et si on raisonne par l'absurde et qu'on se demande comment cette incisive latérale en rotation va pouvoir s'intégrer dans notre convexité d'arcade et comment éventuellement la restauration périphérique va être modifiée, voilà les questions clés qu'on peut se poser et comment le jeu du projet esthétique va pouvoir se faire. Là, personnellement, pour moi, il y a deux grandes voies. Soit il y a une dentisterie que j'appellerais old fashion, qui est une dentisterie qui se fait en fonction du présent, soit une dentisterie contemporaine, une dentisterie où tout est basé sur un projet. Donc on construit notre projet, c'est-à-dire que tout est guidé par le futur. Donc soit je vais préparer cette dent et je regarde la réduction nécessaire en fonction du présent, et à ce moment-là, je peux commencer à sortir le cercueil pour ma pulpe dentaire, ou bien je vais penser en fonction du futur et j'ai peut-être à ce moment-là une solution de préserver la vitalité pulpaire de cet organe dentaire. Donc, dans un cas comme celui-ci, si je dois éliminer toute la partie qui est en dehors de la convexité d'arcade actuelle, ce n'est pas possible. Pourquoi ? Parce que je ne pourrai pas garder la vitalité pulpaire. Si par contre maintenant je me mets à penser en fonction non pas du présent mais du futur, à ce moment-là au niveau du laboratoire, et ce sont des photos que je dois à mon ami Gérald Dubassi et qui sont des photos d'une très grande pédagogie vous allez très vite comprendre pourquoi. Ce qui est important à ce stade-là, c'est de commencer à construire le wax-up, c'est-à-dire le projet futur, mais à ce stade-là, on ne touche pas la dent qui pose problème. On construit le volume final de l'incisive centrale, de la canine, et c'est qu'une fois ce volume
mise en place, donc visualisée concrètement, physiquement, qu'on va réduire eh bien, l'incisive latérale. Et si vous réduisez votre incisive latérale par rapport à des formes qui sont souvent additives, vous vous retrouvez à avoir à beaucoup moins toucher cette incisive latérale que ce qu'aurait dû être normalement sa réduction si vous aviez pensé en fonction du présent. Donc dans un cas, vous préservez la vitalité pulpaire et dans l'autre cas, vous ne la préservez pas. Eh bien, ce genre de petits détails a une importance capitale au niveau du laboratoire et de la communication avec le laboratoire. Donc une fois le projet réalisé, ici c'est un workshop qui avait été réalisé donc, par Florence Ozil qui est la collaboratrice de Gérald Dubassi et que je profite aussi pour saluer en raison de la qualité et de la précision de son travail d'orfèvre qu'elle nous fait de manière hebdomadaire. Eh bien, on va réaliser une clé en silicone et cette clé en silicone va nous permettre de pouvoir positionner en bouche en l'espace de 2 minutes en injectant une résine bisacryle eh bien, dans nos clés en silicone, eh bien, ça sera la possibilité de visualiser, de transférer ce projet en bouche. Mais maintenant, si on raisonne par l'absurde, eh bien, à vue sociale comme cela, on peut penser que ce projet est assez correct. Mais si maintenant on veut être un peu plus précis et honnête, qu'est-ce qui se passe? Si nous avons touché des volumes dentaires au niveau des modèles en plâtre, en ce qui concerne la bouche, il ne s'est rien passé. On n'a pas touché les dents. Donc lorsqu'on vient insérer ma clé en silicone, qui a été faite à partir d'un wax-up lui-même réalisé à partir de dents qui ont été meulées, que se passe-t-il lorsque je vais mettre en place ma clé en silicone? Je vais me retrouver avec une clé en silicone qui va rencontrer de manière prématurée une dent qui est en malposition et que je n'ai pas encore touchée. Et donc dans ce match-là, entre ma clé en silicone et mon incisive latérale en rotation, eh bien, dans le match, qui peut être le gagnant? Forcément, ça sera l'incisive latérale. Donc la clé en silicone, pour pouvoir continuer à s'insérer, eh bien, va se déporter légèrement en vestibulaire et par contre ne disposera pas de place pour offrir à notre résine bisacryle eh bien, l'existence d'une forme entre la clé et le projet. Ce qui fait que sur les 2 zones que vous voyez entourées ici, eh bien, j'ai directement la surface dentaire. Donc ce mock-up numéro 1, tel qu'on va l'appeler, va nous servir de guide pour éliminer physiquement, concrètement, les surfaces excédentaires. Et une fois ces surfaces eh bien, éliminées, on vérifiera dans les différents sens de l'espace leur élimination. On va enlever ce mock-up numéro 1 qui m'a servi de guide, mais qui n'est pas pour moi à ce stade-là, qui ne me donne pas la possibilité d'être utilisé comme un guide précis pour mes préparations. Pourquoi? Parce que son positionnement dans l'espace n'est pas correct en raison de la distorsion de ma clé en silicone. Pour cette raison-là, on va être amené à réaliser, toujours avec la même clé en silicone, avec la même résine bisacryle, un deuxième jeu de mock-up. Donc c'est la même clé. Quelle est la différence entre la première insertion et la deuxième? C'est qu'ici, comme j'ai éliminé les surfaces excédentaires, eh bien, je vais disposer d'une insertion libre de ma clé en silicone qui va donc offrir cette fois-ci au mock-up la possibilité d'exister sur sa pleine épaisseur. Et un des petits trucs et astuces que vous pouvez avoir pour savoir si votre mock-up est bien positionné, eh bien, c'est bien l'existence d'une couche très fine de résine qui a recouvert les 2 zones que vous aviez préparées. Si c'est le cas, à ce moment-là, vous revalidez votre mock-up et ce n'est qu'à ce stade-là que vous pourrez l'utiliser comme un guide de préparation sur lequel on va faire des réductions de 0,5 mm à partir des fraises de calibration que vous avez vues précédemment sur le cas de l'incisive centrale et qui nous permettront donc dans des temps extrêmement rapides de contrôler dans un premier temps l'épaisseur de réduction et dans un deuxième temps le design des préparations afin d'assurer, comme je vous l'ai dit, simplement la stabilisation. Mes préparations n'ont pas pour but d'offrir de la rétention, elles ont pour but simplement d'offrir le bon volume au prothésiste et ensuite asseoir ma restauration pour que ce ne soit pas un jeu de savonnette le jour du collage. C'est tout ce qui compte dans notre pratique quotidienne. Donc à partir de là, on contrôle avec des clés en silicone coupées horizontalement la bonne homothétie de la réduction des préparations, les bons volumes. Et là encore, une des questions qui accrochent la majorité de nos confrères, ce sont les provisoires. Et bien basiquement, on va prendre un tout petit peu d'adhésif sans aucun mordançage au préalable et on va venir l'appliquer sur la surface des préparations qu'on va photopolymériser. On va réutiliser la même clé en silicone, on va réutiliser la même résine bisacryle et on va repositionner en bouche notre clé en silicone et cette fois-ci on n'enlèvera plus
à part les excès au niveau cervical, on n'enlèvera plus justement nos provisoires, puisque là on aura un effet mécanique de stabilisation et de blocage, ce qui fait qu'on a beaucoup moins de soucis de décollement ou de fracture de nos provisoires depuis qu'on utilise ce type de restauration provisoire. Alors vous voyez ici qu'après 3 semaines, 1 mois, les patients se présentent avec une vie sociale quand même tout à fait correcte et peuvent sortir dans la nature avec des provisoires qui sont peut-être un petit peu colorés, mais ça ne va pas plus loin. Au niveau du laboratoire, ce sont des images que l'on doit encore à mon ami Gérald Dubassi. Il y a tout un travail de pressé dans un premier temps, puisqu'on travaille, en tout cas nous on aime beaucoup travailler avec la pressée parce qu'on estime que c'est un système qui est polyvalent pour la pratique quotidienne, pour réaliser aussi bien des facettes que des couronnes. Simplement dans ce cas-là, en ce qui concerne l'incisive latérale, le choix d'une couronne en zircone en raison de la très forte dyschromie nous a semblé plus opportun, mais c'est quelque chose qui peut être bien sûr discuté. Le protocole de collage est réalisé de la manière toujours telle qu'on la préconise à Marseille, à savoir une digue individuelle en commençant par une incisive centrale, puis l'autre incisive centrale, la canine, l'autre canine, la latérale, l'autre latérale, avec toujours le même protocole de collage. Et donc vous voyez ces dents qui sont collées les unes après les autres avec ces petits instruments que je vous recommande fortement, bien que ne disposant pas de royalty là-dessus, de pouvoir avoir à disposition parce que ce sont réellement le petit plus à ce moment délicat que représente la mise en place de la facette. Donc vous voyez, cette vue-là est probablement pour moi la vue la plus intéressante. Comment est-ce qu'on est passé donc de dents avec une malposition importante à une nouvelle convexité d'arcade et avec la chance de pouvoir bénéficier du travail d'orfèvre de Gérald, on a pu recréer quand même l'illusion d'un sourire naturel, pas un sourire parfait, un sourire qui est naturel. Ce n'est pas du tout la même chose, c'est-à-dire que la patiente n'était pas désireuse que tout le monde s'aperçoive qu'on lui avait refait les dents, elle voulait simplement avoir un sourire qui redonnait une apparence un peu plus jeune, mais dans l'esprit de ce qu'elle avait au préalable, à savoir avec des petites anomalies et des incisives centrales en feuillet de livre. Et enfin donc une vie finale de cette patiente et une nouvelle luminosité de son sourire et une nouvelle prégnance de ses incisives centrales. Et enfin pour terminer, le 3e cas, un cas de restauration mixte. Qu'est-ce que c'est les restaurations mixtes ? Ce sont des restaurations, des cas où on va avoir plusieurs restaurations à traiter. Ici, c'est un de mes jeunes étudiants que j'aime beaucoup et qui vient consulter pour améliorer son sourire. Il n'est pas content de ses incisives latérales, il n'est pas content de l'espace et de la prégnance de ses canines, il n'est pas content de sa couronne sur son incisive centrale. Et tout ça fait qu'on se retrouve avec une somme, une liste de problèmes à changer, à régler. Et dans l'analyse esthétique, bien sûr qu'il y a un protocole photo à suivre, des photos de face, des photos de profil, des photos avec la bouche un tout petit peu ouverte, des photos du visage, pour que vous ne pouvez pas ne pas envoyer ces informations-là au prothésiste afin de disposer d'une bonne communication. Le prothésiste, s'il n'est pas à côté de vous, il a besoin de sentir le cas, il a besoin de voir le visage du patient, de voir l'expression. Il faut demander au patient de sourire avec une bouche qui est ouverte avec un minimum de 1 cm pour qu'on puisse voir au moins la silhouette de son sourire et voir les améliorations à réaliser. Le projet donc ici est réalisé également par Florence et une fois ce projet mis en place, ça nous permet d'être validé et une fois le projet validé, pour moi le cas est pratiquement fini une fois que le projet est validé puisque je dispose de mon GPS pour travailler, c'est-à-dire je connais déjà la destination finale. Donc ensuite, qu'est-ce qu'il me reste à faire ? Il va me rester à préparer de manière calibrée. Je me retrouve avec une couronne, je dois l'enlever. J'ai un in-les-corps en dessous et un traitement d'odontique qui est de qualité. Pour moi, il n'est pas question d'aller l'enlever. Je préfère qu'on réfléchisse sur la gestion chromatique de cette dent-là plutôt que sur le risque biologique de déposer des restaurations qui vont très bien. Par contre, pour le reste, on se retrouve avec des préparations pour facettes sur l'incisive centrale et les incisives latérales. Et pour modifier l'aspect de ces canines, j'ai des chips qu'on aimerait réaliser. Donc là, j'ai 3 types de restauration. Une couronne en zircone, des facettes en IMAX et des chips en IMAX à réaliser. Donc, il y a une chronologie dans les séquences de collage. La chronologie est de commencer par les restaurations les plus faibles. Donc, quelles sont les restaurations les plus fragiles à manipuler pour un dentiste quand on les a dans les mains ? C'est de coller dans un premier temps les chips en céramique, ensuite coller les facettes sur les incisives centrales, puis les facettes sur les incisives latérales, parce qu'il est plus facile d'ajuster le point de contact
la zone proximale entre deux facettes qui ont une certaine épaisseur et une certaine résistance, plutôt que d'ajuster le point de contact d'un chips dont vous voyez quand même la finesse. Et un des grands intérêts de ces chips aujourd'hui, c'est qu'il suffit simplement de réaliser un wax, de presser et de polir. Quand je dis il suffit simplement, je ne voudrais pas qu'on pense que c'est un jeu d'enfant. Je dis simplement c'est que c'est une simplification dans la vie du laboratoire par rapport à un traitement sur feuille de platine, sur revêtement réfractaire et monter des poudres en céramique avec une fragilité qui est également différente. Donc là, toujours en restant dans la même famille de matériaux, simplement en pressant, sans maquiller et en polissant, on se retrouve à disposer donc d'éléments qui vont être extrêmement mimétiques et dont on aura besoin, une fois en place, simplement d'effectuer le polissage manuel à l'aide de différents disques pour l'obtention d'un état de surface qui est intéressant. Cette proposition de traitement de surface a été proposée par Victor Clavigio en 2015 et maintenant en 2016 aux éditions Quintessence. Donc je vous invite à lire son article sur l'état de surface de ces restaurations-là. En même temps, une fois qu'on a collé toutes ces restaurations, il nous en manque une. Alors nous aurions pu vous dire, mais on a tout collé du premier coup et tout allait très bien. Mais l'objectif d'une soirée comme celle-là, c'est d'essayer d'être honnête et d'échanger du contenu sur ce qu'est la réalité et du laboratoire et de la clinique. Eh bien, si on arrive du premier coup à coller des facettes et avoir une restauration périphérique qui a des épaisseurs différentes et une armature différente, d'avoir le même résultat, je serais tenté de vous dire que c'est la petite maison dans la prairie. Et ce n'est pas ça, je pense, que vous attendez ce soir en venant nous suivre sur ce webinaire. Donc, ce qu'on recommande, dans une première séance, on colle toutes les facettes, on reprend des photos, on reprend une empreinte, de façon à recommuniquer et avoir plus de précision sur la couleur finale de la facette. Et lorsqu'on va réaliser, donc dans un deuxième temps, notre restauration en zircone, à ce moment-là, on aura des éléments tels que des photos en lumière polarisée, par exemple, qui vont être un filtre pour nous donner une information précise sur la saturation, sur l'architecture dentinaire. Et donc, dans un deuxième temps, nous disposerons donc de la possibilité de positionner, donc dans une deuxième séance, de mettre en place, de sceller avec des ciments vérunomères, par exemple. Ça peut être avec des colles auto-adhésives. Tout dépendra pour moi de la qualité de l'accès aux limites et du niveau des limites. Donc dans un second rendez-vous, eh bien, on mettra en place cette restauration. Alors bien sûr que c'est peut-être une étape de plus, mais en ce qui me concerne, je pense que c'est une étape qui est beaucoup plus prévisible pour la vie du laboratoire et pour l'organisation des rendez-vous au cabinet. Donc voilà un petit peu, si vous voulez, les trois cas que je souhaitais échanger avec vous. Et entre guillemets, en guise de conclusion, vous voyez ici les photos en lumière polarisée, comment ici encore une fois, eh bien, notre ami Gérald a réussi à bien composer sur la composition de l'architecture dentinaire, même si les substrats étaient différents. Et on se retrouve donc en lumière fluorescente à avoir également une fluorescence de la zircone qui n'en a pas au départ, mais grâce à l'application de Zirliner et à l'application de poudre dentine qui elles-mêmes sont fluorescentes, à obtenir quelque chose qui est extrêmement intéressant. Et c'est ce qui nous permet de convertir un matériau qui n'a pas de propriété optique en un matériau qui le devient, et ce, de manière assez sensible. Alors c'est sûr qu'on change sensiblement l'apparence de ce sourire avec un coût biologique qui est extrêmement faible, et en même temps, eh bien, finir sur un résultat comme celui-là, ça nous permet de conclure au travers, si vous voulez, de recettes. Et ces recettes, pour moi, c'est l'expérience d'une collaboration précieuse de près d'une décennie avec Gérald et qui nous a permis de tirer des conclusions quand même assez précises sur comment éviter les écueils, comment éviter que les facettes soient grises, comment éviter que les facettes soient trop blanches. Et vous voyez qu'ici, eh bien, au niveau des préparations, il y a différents concepts qui correspondront à des indications cliniques spécifiques. Au niveau des épaisseurs de préparation, là encore, il y a des notions à retenir, et également au niveau du choix des matériaux, eh bien, vous avez là encore des matériaux spécifiques pour des indications et des épaisseurs données. En même temps, puisqu'on est dans les recettes, eh bien, c'est l'occasion rêvée pour moi de vous proposer, non plus sur le versant clinique, mais sur le versant laboratoire, le nouveau livre de notre ami Gérald, qui est également la proposition de 10 recettes pour recréer des dents avec des colorimétries différentes. Et toutes les recettes temps par temps
C'est un bouquin qui représente, à mon avis, pour moi, une des nouvelles bibles précieuses dont on aura besoin au laboratoire pour la compréhension justement de restauration qui soit lumineuse. J'en profite également pour vous inviter, si ce type de restauration, ce type de dentisterie vous séduit, à nous rejoindre au sein de l'Institut de la Facette, dont l'originalité en fait est de proposer des cours autour du live, parce que ce sont en fait 5 lives qui sont réalisés dans la même semaine avec différents sujets, cosmétiques, des facettes au service de l'usure et finalement des facettes avec le digital. Donc comment décliner les facettes sous différents angles. Et ceci me permet de vous inviter à rester connecté avec nous au travers de notre plateforme internet qui est www.stalitaliano.org, parce qu'il y a beaucoup de nouvelles choses qui vont arriver dans les mois à venir avec différents satellites qui vont se créer pour vous offrir toujours de manière gratuite du contenu très qualitatif. Le fait de pouvoir partager cette notion communautaire sur nos plateformes internet, eh bien, c'est une façon pour moi et pour nous tous en fait, d'essayer de comprendre ce proverbe africain qui nous dit la chose suivante, hein, si vous voulez aller vite, allez-y tout seul, mais par contre si vous voulez aller loin, allons-y ensemble. Donc je voudrais tous vous remercier ce soir, l'équipe technique, nos amis d'Ivoclar, pour l'organisation de cette soirée, et puis j'espère qu'elle vous aura donné satisfaction sur le contenu. Merci beaucoup et à très vite. Merci Stéphane pour cette très belle présentation. Place maintenant aux questions où nos responsables scientifiques ont recueilli vos différentes questions tout au long de la conférence et vont maintenant les présenter à Stéphane Koubi. Donc tout d'abord, Dr Koubi, merci beaucoup. Beaucoup de questions, beaucoup de personnes connectées en tous les cas. Donc je vais commencer. La première à propos, alors ce sera plus moi sur tout ce qui concernera la partie laboratoire, mais beaucoup de questions de prothésiste ou chirurgien dentiste concernant le choix des matériaux prothétiques et notamment comment fonctionnez-vous avec le laboratoire? Les matériaux prothétiques sont pour moi la clé importante parce que quand on discute avec beaucoup de nos confrères, ce qu'il en ressort, c'est que beaucoup ne savent pas en fait avec quels matériaux le laboratoire a réalisé les restaurations qu'ils reçoivent. Et ça, c'est un problème parce que ça va poser un problème sur le choix de l'assemblage. Et si on ne sait pas avec quel matériau la restauration est réalisée, en ce qui va concerner l'assemblage, et ici, tout ce que vous avez vu, on parle essentiellement de matériaux qui doivent être collés pour développer et leur potentiel esthétique et leur potentiel mécanique, ça devient très difficile de partir un petit peu avec la fleur au fusil et proposer ou garantir en tout cas une pérennité sur l'assemblage de nos restaurations. Donc, comment est-ce que ça fonctionne tout cela? Eh bien, classiquement pour nous, dans une logique de pratique de tous les jours, les restaurations partielles sont traditionnellement tout le temps réalisées à partir de lithium disilicate. Donc on travaille avec de l'IMAX parce que c'est un matériau qui a fait ses preuves de près d'une décennie et on n'a pas de souci mécanique, c'est extrêmement dense. Et la pressée, dans sa forme pressée ou dans sa forme fraisée, est extrêmement homogène, donc on n'a plus les problèmes de shipping qu'on avait dans le temps. Donc sur le plan mécanique, tout ce qui est restauration partielle collée, on fait appel à du lithium disilicate qui va avoir une aptitude au mordançage, à l'acide fluorhydrique, c'est-à-dire au collage. Après, quand il s'agit de restauration périphérique, pour moi, il y a deux possibilités. Ou l'accès aux limites est compliqué. Et à ce moment-là, je préférerais aller vers des matériaux qu'on va sceller et donc plutôt aller vers des restaurations type zircone, notamment dans la région antérieure. Et à ce moment-là, on fera appel à un mode d'assemblage type ciment verre ou bien on fait des restaurations collées si on n'a pas de problème de dyschromie et d'accès aux limites. Et à ce moment-là, on réalisera également les restaurations périphériques dans les mêmes matériaux qu'avec lesquels on a réalisé nos restaurations partielles, à savoir également de l'IMAX, de façon à avoir quelque chose qui soit homogène et sans grande difficulté pour la gestion des propriétés optiques des matériaux. Voilà. Alors, Stéphane Koubi, à mon tour de vous remercier pour cette très belle conférence et remercier les internautes aussi qui ont été très nombreux à nous suivre ce soir. On a frôlé les 600 participants, 600 connectés, 600 personnes qui suivaient. Merci aussi. Voilà. Et donc je vous laisse imaginer qu'on a reçu énormément de questions aussi. Donc on a essayé de sélectionner celles qui nous semblaient les plus intéressantes pour tous. Nous avons notamment eu beaucoup de questions sur
donc sur le protocole de collage en général, sur les préparations également. Donc on a essayé de les classer un peu dans l'ordre du protocole. Alors je vais commencer par la question sur les facettes no prep, c'est-à-dire des facettes sans préparation, sans taille de l'émail. Qu'est-ce que vous en pensez au point de vue résistance, collage et esthétique aussi? Alors, il y a pour moi plusieurs aspects quand il s'agit du no prep. Il y a la lecture et le côté séduisant sur le plan intellectuel, et ça je pense que tout le monde est d'accord. Il y a la pression médiatique de certaines firmes qui sont très engagées là-dedans, et après il y a la réalité de notre métier. Combien de cas sont éventuellement susceptibles d'être traités dans la philosophie pure du no prep, c'est-à-dire je ne mets pas un coup de fraise dessus et je rajoute directement de la matière, peut-être 1% des cas. Pourtant, cette partie-là occupe beaucoup de congrès, beaucoup de conférences, beaucoup d'articles, parce que c'est très séduisant, mais ça ne représente pas, en tout cas, à mon sens, une grosse partie de la pratique quotidienne. Le no prep, deuxième inconvénient, c'est que pour une majorité des cas que l'on voit, et d'ailleurs, même pour les grandes firmes qui parlent de ces restaurations-là, on voit rarement des cas en photo qui sont ce qu'on pourrait appeler waouh, pas des cas parfaits. Pourquoi? Parce qu'on se retrouve très rapidement avec des dents qui sont trop bombées au niveau des collets, et sur des patients qui viennent consulter pour des facettes et qui ont donc un niveau de sensibilité, de finesse et d'exigence qui est plus élevé que la normale, eh bien, il est difficile d'accéder aux requêtes de nos patients. Troisièmement, en dehors de la problématique esthétique, on a une problématique de collage, parce que coller sur un émail qui n'a même pas été préparé, vous aurez des valeurs d'adhésion plus faibles que sur un émail qui a été à peine préparé. Donc je ne veux pas revenir sur la littérature parce qu'on n'a pas le temps là-dessus, mais ce sont des données scientifiques que l'on connaît très bien. Donc, 1 pour la faible indication, 2 pour les inconvénients esthétiques et 3 pour la qualité du collage. Eh bien, en ce qui me concerne, je suis beaucoup plus, moi, attiré et séduit par une dentisterie qui est prévisible, qui est le fruit d'une communication précise avec le laboratoire, qui me permet de contrôler de A à Z, comme on a essayé de le présenter au travers de la présentation de ce soir, eh bien, une gestion du cas sans surprise de dernier moment. Parce que quand on fait du no prep, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est le jour du collage qu'on fait découvrir aux patients ce qui va se passer. Mais combien de nos amis internautes sont capables de jouer à la roulette russe tous les soirs ou tous les jours? Pas beaucoup. Une autre question concernant les matériaux, à propos alors, des cas que vous n'avez pu traiter ce soir, mais que vous maîtrisez dans votre pratique, c'est quel type de matériaux utilisez-vous pour les overlays, notamment de surélévation occlusale? Dans les cas, alors, soit chez les bruxomanes, alors il y avait deux, trois questions qui se chevauchaient sur ces thèmes-là, est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Oui. Depuis maintenant 8 ans ou 9 ans, il y a eu beaucoup de nouveaux travaux qui ont été publiés, qui sont sortis sur le traitement et la gestion des problématiques de l'usure en général, qu'elles soient érosives ou abrasives ou multiples, qui nous a amené à penser différemment les cas. C'est-à-dire que pendant très longtemps, ces cas-là devaient être traités par de la restauration périphérique. Aujourd'hui, on sait qu'on peut faire appel à l'outil restauration partielle pour des raisons mécaniques, biologiques. Donc aujourd'hui, on fait des facettes occlusales qui préservent les crêtes proximales qui sont souvent indemnes dans une majorité de cas, afin simplement d'offrir une surélévation occlusale qui va offrir les conditions architecturales pour allonger les dents de devant qui sont souvent trop usées. Ça, c'est le principe de base. À partir de là, avec quel matériau on va faire ces facettes-là? Encore une fois, pour moi, il n'y a place qu'à des matériaux qui vont être soit pressés et maquillés, soit fraisés et maquillés. Donc ça peut être des matériaux type lithium disilicate comme de l'IMAX pressé, et à ce moment-là ça sera du HT, parce que le HT il dispose d'une haute translucidité, donc avoir un bon mimétisme, ou bien des blocs qui vont être fraisés, donc de l'IMAX CAD, ou bien des blocs hybrides sur certains cas qui peuvent présenter des intérêts quand on doit traiter une seule arcade et pas l'autre, et afin de disposer parfois d'un côté, c'est-à-dire degré d'usure qui est assez proche de l'émail naturel, donc ça a certains avantages qui peuvent exister aussi. Mais bon, ce sont des questions qu'on discute au cas par cas, mais voilà, grosso modo, il y a 2 grandes familles de matériaux avec lesquelles on fait cela, mais c'est vrai que l'IMAX en représente quand même une grande partie, encore une fois grâce à sa grande facilité d'utilisation, notamment quand on le décline dans sa pressée. Alors, on reste toujours sur l'étape de préparation. On nous a posé une question toute simple, le nom de la fraise que vous utilisez pour la réduction homothétique.
lors des... Ça, ce sont nos amis de Comet qui commercialisent cette fraise, qui est une fraise en fait avec des rainures que vous avez vues, dont en fait entre chaque partie diamantée, vous avez le mandrin qui est lisse, ce qui veut dire que ce mandrin-là sert de butée d'enfoncement à la fraise lorsque vous l'appliquez de manière tangentielle contre la surface de la dent. Et ainsi, je serais tenté de dire, même si vous faites ça avec votre pied, eh bien, vous ne pourrez pas aller plus loin que les 0,5 mm qui sont offerts. Donc je vous invite à aller voir nos amis de chez Comet, qui sont des gens qui ne sont plus à présenter aujourd'hui et qui présentent eh bien, dans leur catalogue des fraises les plus adéquates pour cela. Je reste toujours une dernière petite question sur la préparation. Préparation sous anesthésie ou pas, je suppose. Oui, dans une grande partie de cas. Voilà. Et le collage sous anesthésie ou pas? Bien sûr aussi. Parce que quand on va coller, on ne peut pas se permettre. Alors il y a des cas, des patients très âgés avec une pulpe extrêmement rétractée, on se permet de faire ça. Mais une grande majorité des patients, ils aiment le confort au moment où ils sont traités. Et le confort, on ne peut pas se permettre, alors que nous, on va passer notre énergie à se concentrer sur l'acte à réaliser, au moment où on travaille, avoir quelqu'un sur lequel on va surfer sur la douleur, et donc ça va engendrer des gestes qui ne seront pas bons. Donc il vaut mieux endormir les patients, même légèrement, mais les endormir de façon à faire un collage en toute tranquillité. Le collage doit être quelque chose de tranquille, alors que c'est quelque chose de stressant pour la majorité de nos confrères. Autre question liée aux préparations, notamment concernant les épaisseurs. Vous avez traité un cas de dent dyschromiée. Les épaisseurs minimales, entre guillemets, nécessaires pour une dent dyschromiée. J'aime beaucoup cette question parce qu'il y a plusieurs réponses. Pour faire simple, puisqu'on est dans l'esprit des recettes ce soir, soit vous avez une dent individuelle et à ce moment-là, vous avez deux options. Soit vous arrivez à transformer une dent qui est dyschromée à une dent normale et on retombe sur une dent individuelle à un concept de 0,8. Soit vous n'arrivez pas à éclaircir cette dent, ce qui peut arriver dans certains cas, et que vous n'avez quand même qu'une seule dent à traiter. Et donc là, vous allez rentrer forcément dans une quête de l'épaisseur pour essayer d'offrir, masquer la dyschromie et deux, réoffrir plus de luminosité et de translucidité au travers de la restauration. Donc ça, c'est pour la dent individuelle. Donc quand on a une dent individuelle, soit on peut blanchir, soit on ne blanchit pas. Donc dans les deux cas, on prépare à 0,8 mm pour la dent qu'on a éclaircie et peut-être 1,5 mm si la préparation n'a pas pu être éclaircie parce qu'il va falloir à ce moment-là masquer absolument pour coller à la luminosité des dents adjacentes. Par contre, dans un cas de tétracycline, donc cette fois-ci c'est une dyschromie qui est multiple, ce n'est plus un problème localisé à une dent ou à deux dents. Le concept est tout autre maintenant. On reste dans le concept du 0,5. Ce sont des cas qu'on a réalisés et que l'on a publiés. On sait qu'aujourd'hui, en faisant appel à, comme on n'a pas de problème de compétition ou de comparaison d'une dent par rapport à l'autre, ce que l'on cherche à faire, c'est simplement augmenter la luminosité du sourire. Donc, très important, garder l'émail de surface. C'est pour cette raison qu'on fait des préparations à 0,5 mm. Et en gardant ce matelas qui amortit ou qui absorbe la dyschromie, eh bien, on peut se permettre donc d'absorber 50% et les 50 autres %, on va les rétroéclairer en faisant appel à ce moment-là à des lingotins LT, donc de basse translucidité, sur lesquels on appliquera simplement des masses très lumineuses améllaires pour augmenter la luminosité de nos facettes. Tout ça pour rester encore une fois dans un concept de dent naturel mais éclairé. Si maintenant vous cherchez de l'Hollywood Smile, le concept d'utiliser des lingotins de LT, et à ce moment-là, ça ne marchera plus, puisque là, le patient, il n'aura plus juste un joli sourire naturel, il veut à ce moment-là des lingotins plus lumineux. Mais si on a des lingotins plus lumineux, à ce moment-là, il faudra probablement préparer un petit peu plus. Parce que pour avoir dans le même volume, eh bien, pouvoir placer un lingotin de moyenne opacité MO0 par exemple, eh bien, à ce moment-là, vous n'aurez besoin pas de 0,4 mm parce que sur 0,4 mm, vous aurez un carreau de sucre blanc sans aucune possibilité pour le prothésiste de pouvoir stratifier. Alors que sur 0,8 mm, par contre, vous pourrez bloquer un petit peu la dyschromie, augmenter la quantité de blanc et par-dessus refaire une couche lumineuse, mais au final, on aura quand même un sourire type Hollywood Smile. Mais voilà, ce qui est important de comprendre quand on s'adresse à un patient, c'est quelle quantité de blanc ou quelle luminosité vous voulez. C'est ça la vraie question. Et à partir de là, le choix va se faire naturellement sur le type de lingotin et donc les préparations
qui doivent être adéquates. C'est un petit peu l'objectif de ces recettes. Alors, une autre question. Nous avons reçu d'ailleurs beaucoup de questions au sujet de l'utilisation des pâtes d'essayage, les try-in, donc les gels à base de glycérine. Alors, deux questions en une. Comment gérer l'élimination de ces pâtes? Est-ce que c'est soluble à l'eau ou pas? Et est-ce que c'est des choses qu'on retrouve dans tous les coffrets de collage? Est-ce que tous les fabricants de collage proposent ce type d'outils ou pas? Alors, les pâtes actuelles, toutes les pâtes d'essayage qu'on trouve sur le marché sont réalisées à base de glycérine. Pourquoi la glycérine? Parce que c'est hydrosoluble d'un coup de spray. Si jamais dans vos cabinets vous n'avez pas de glycérine, ne pensez pas de grâce que la vaseline va remplacer la glycérine. Parce qu'à ce moment-là, ça devient un cauchemar pour coller parce que vous ne pourrez plus coller vos facettes. Parce que vous n'éliminez pas la vaseline quand vous allez éliminer la glycérine. Parce que la vaseline n'est pas hydrosoluble, elle est hydrophobe. Donc c'est un tout autre problème. Donc indispensable de faire appel à des pâtes à base de glycérine. Est-ce que tous les coffrets en ont? Certainement pas, mais certains en ont. Tout à l'heure, on a cité le Varuline esthétique, il en dispose. Il y a d'autres coffrets sur le marché qui en ont également, mais ce n'est pas une majorité. Et il faut savoir aussi qu'aujourd'hui, il nous arrive de nous orienter vers les nouvelles générations de composites flow qui sont beaucoup plus chargés, qui disposent de propriétés mécaniques donc très intéressantes et qui peuvent également rendre service. Mais dans tous les cas, nous croyons de manière assez précise et pas péremptoire, mais en tout cas de manière assez sûre, que ce que recherche un praticien aujourd'hui, c'est une pâte qui doit injecter simplement. Donc il faut que ce composite, quel qu'il soit, il soit fluide, il puisse être facile d'accès et facile à éliminer. Voilà aujourd'hui le cahier des charges moderne d'une pâte de collage. Après, il y a d'autres techniques qui existent, mais je pense qu'on ne peut pas dire que ces autres techniques sont accessibles au plus grand nombre. Une autre question, vous avez traité des cas de facettes de restauration antérieure. Concernant les matériaux, encore une fois, disilicate, vous en avez parlé, versus zircone. Dans quel cas est-ce que, par exemple, pour une facette, il y a des matériaux plus translucides en zircone? Est-ce qu'aujourd'hui, vous préconiseriez ce type de matériaux pour ce type d'indication? Moi, je pense que dans la pratique quotidienne, on a besoin de fonctionner avec des tiroirs très simples. Ce qui fait une bonne pratique quotidienne, c'est des process qui sont standardisés. Faire des facettes, pour moi, ça veut dire faire des facettes avec des matériaux que je vais pouvoir coller. Aujourd'hui, si vous me demandez si la vitrocéramique est mordançable à l'acide fluorhydrique, c'est-à-dire donc à une aptitude au collage, on répond oui. Donc facette pour moi égale IMAX. La zircone, bien sûr qu'il y a des investissements colossaux, bien sûr qu'il y a une amélioration des propriétés optiques qui se fait d'ailleurs au détriment de leurs propriétés mécaniques, mais bon, ce n'est pas le sujet de la soirée. Mais aujourd'hui, dire que la zircone peut rentrer dans l'indication des facettes, là par contre, on rentre dans la sphère des soucis parce que la zircone n'est pas mordançable à l'acide fluorhydrique. Donc à chaque fois qu'on va nous dire qu'on peut faire des facettes avec de la zircone, moi en tout cas, personnellement, je ne prends pas cette responsabilité de dire à des gens faites des facettes en zircone parce que ce n'est pas un matériau au jour d'aujourd'hui qui a dans son code génétique une aptitude à être collé. Après, on peut m'expliquer qu'on va leur faire des traitements de surface spécifiques, on va utiliser une colle ceci, une colle cela, mais ce n'est pas dans son ADN naturel de pouvoir être collé. Donc pour moi, zircone égale bridge ou couronne périphérique, point. Alors, ensuite, toujours dans le protocole de collage, vous avez présenté un adhésif dit universel, donc l'adhèse universal en l'occurrence. C'est une catégorie d'adhésifs qui peuvent être appliqués en tant qu'automordançant, ou bien on peut précéder leur application par un mordançage à l'acide phosphorique. Quelle est selon vous la règle à respecter pour opter pour la meilleure technique d'application? Je pense que là encore, il faut qu'on fonctionne simplement. Les adhésifs universels actuels démontrent d'excellentes propriétés et des valeurs d'adhésion très fortes. Quand il s'agit de coller des pièces indirectes, qu'est-ce qu'on recherche? Tout repose sur la qualité du collage. Puisque vous avez bien remarqué qu'il n'y avait absolument aucune règle mécanique qui guidait ou qui gérait mes préparations. Donc, qu'on utilise un adhésif universel qui a un potentiel auto-adhésif, certainement, mais c'est systématique qu'il doit être précédé d'un mordançage à l'acide orthophosphorique quand il s'agit d'avoir des
du collage de pièces indirectes. Si maintenant on est par exemple dans des indications de lésions cervicales où on doit faire des restaurations directes, aujourd'hui la littérature montre tout à fait facilement qu'il n'y a pas de différence significative entre l'utilisation d'un mordançage préalable et parfois même que les valeurs sont un petit peu meilleures en raison d'un substrat qui est différent, puisqu'on parle de dentine, ce qui est souvent sclérotique, avec une architecture et une anarchie qui est un peu différente, et sur lesquels les adhésifs automordançants donnent entière satisfaction. Donc encore une fois, il est universel, mais il ne faut pas l'utiliser de la même manière, même s'il est universel. Donc quand il s'agit de pièces à coller, il faut mordancer au préalable. Une question également qui est revenue à 2-3 reprises concernant les chips que vous avez présentés, qui sont toujours des cas assez complexes à réaliser. Quelles sont là aussi, une question était sur les épaisseurs, parce qu'on a vu sur une partie de cette chips que c'est extrêmement fin. Sur quelle épaisseur arrivez-vous à travailler? Alors, les chips d'abord doivent être réalisés avec de la pressée et non pas avec des blocs, parce que la pressée est issue de la cire, donc vous avez un contrôle de la morphologie et de la finesse de la transition entre la dent et votre cire. Une fois cette cire réalisée, on va mettre une tige de coulée dessus et ensuite on la mettra en revêtement pour réaliser la fameuse pressée qu'on utilise et dont on ne vante plus assez les mérites, mais qui depuis 10 ans, ou peut-être 20 ans même, donne entière satisfaction. Donc la pressée, on peut presser et aller à peu près à des épaisseurs de 0,2-0,3 mm. Donc on presse à 0,3 et ensuite on a encore la possibilité de polir manuellement pour venir affiner cette épaisseur de façon à disposer de la transition la plus douce. Mais généralement, si le prothésiste peut encore polir et affiner cette pièce sur certaines parties, l'affinage final, il sera fait généralement une fois collé. Parce qu'une fois collée, cette pièce qui est tellement fragile devient tellement résistante. Et c'est ça qu'il faut bien comprendre. Il est beaucoup plus facile d'affiner une pièce une fois qu'elle est mise en place et qu'elle est résistante, alors que quand on la détient dans la main au laboratoire, pour nos amis prothésistes, il faut bien comprendre que c'est du jonglage. Alors, autre question sur la gestion des excès de colle, l'élimination des excès de colle. Que pensez-vous de la technique de pré-polymérisation des excès de colle, c'est-à-dire passer un flash de lampe sur les excès pour pouvoir ensuite facilement les éliminer avec un instrument métallique? Alors, c'est une technique qui est très répandue, qui est extrêmement simple et donc je pense qui rencontre un certain succès. Maintenant, cette technique-là, malheureusement, je serais tenté de dire qu'elle est très populaire quand on ne met pas la digue. Pourquoi? Si on met une digue individuelle, comme vous l'avez vu ici, j'ai donc les morts de mon crampon qui viennent appuyer sur la face vestibulaire et sur la face palatine de ma dent. Que se passe-t-il lorsque je mets en place ma facette? La fluidité de la pâte de collage fait que cette pâte vient s'enrober, s'entourer autour de mon mort de mon crampon. Que se passe-t-il quand je fige, même pendant 2 secondes ou 3 secondes? Bien forcément, j'ai un auto-blocage mécanique de cet excès-là. Donc le système de la collerette que je peux enlever d'une seule pièce, il n'existe plus. Ça, c'est pour être franc et clair. Maintenant, si je ne mets pas de digue, eh bien c'est sûr que je mets un flash de 2 secondes, je l'enlève. Pour être franc, en dehors de ce problème-là, moi je ne suis pas très à l'aise avec le fait d'exercer une pression après 1 ou 2 secondes sur une dent sur une facette qui est à peine polymérisée. Parce que si jamais par malheur la facette bouge ou elle se décolle, c'est fini, c'est cuit. Ça veut dire qu'il faut tout refaire. Donc moi je suis beaucoup plus partisan d'utiliser 2 pinceaux qui vont me permettre d'éliminer les excès de colle, 90%, appliquer ensuite l'Optrascult pad pour s'assurer, parce que se passe-t-il quand on place la facette? La viscosité de la pâte de collage repousse la facette vers l'extérieur. Donc la facette n'est plus insérée à fond. Et c'est là où on a besoin de cet instrument pour positionner parfaitement, insérer de manière horizontale et légèrement verticale en direction cervicale, de venir positionner parfaitement notre facette. Là, vous allez avoir des excès de colle qui vont encore sortir. De grâce, n'essayez plus de les enlever. Vous photopolymérisez à ce moment-là en pleine puissance pendant 1 minute. Et ensuite, ces petits excès, vous les enlèverez avec une lame de bistouri numéro 12
en traction. Voilà en tout cas nous ce qu'on préconise pour dormir sur nos deux oreilles. Alors on enchaîne toujours concernant la finition du joint de colle. Est-ce que vous utilisez des polissoirs de type polissoir pour composite pour polir le joint de colle, des accessoires type gel de glycérine aussi pour neutraliser la couche inhibée, et enfin des strips abrasifs en proximal? Voilà, la question a été posée. Alors, en cervical, il n'y a aucun instrument qui est utilisé ni strip, mis à part une lame 12, donc une lame de bistouri numéro 12 en traction. Au niveau proximal, on peut être amené à utiliser des strips métalliques de très fine granulométrie, donc ce sont des strips métalliques de couleur jaune généralement, que l'on va passer au niveau proximal juste si jamais il y a un petit reliquat de colle qui peut exister. En ce qui concerne la glycérine, là encore c'est quelque chose que l'on voit dans tous les congrès, que l'on voit dans tous les articles, mais en fait personnellement je n'en vois pas un grand intérêt parce que le but de cette couche c'est d'avoir la dernière couche de surface qui est inhibée par l'oxygène dont on va donc garantir sa stabilité par sa polymérisation complète. Mais de quoi s'agit-il? Lorsque l'on va passer ma lame de bistouri numéro 12, eh bien, elle va enlever de la résine. Et donc, je vais retomber sur du composite qui a durci pleinement. Donc, je n'ai pas de problème de polymérisation complète. Si vous me demandez d'être honnête, je vous dirai que je ne l'utilise pas. Alors, toute dernière question, je pense qu'on va devoir arrêter juste après. Ça concerne la photopolymérisation. Pour ce type de situation, ce type de traitement, le collage notamment, quelles propriétés doit avoir la lampe à photopolymériser? Eh bien, la lampe à photopolymériser, elle joue un rôle clé puisque c'est elle qui va garantir le degré de conversion et donc le durcissement du produit qui va lui-même assurer la pérennité de la restauration. Donc il ne faut pas penser que la lampe est la dernière roue du carrosse. Donc on va chercher des lampes de très haute intensité puisque le joint de colle ici fait à peu près 40 microns à 50 microns, donc c'est pas grand-chose. Donc on n'a pas de problème de rétraction du composite comme on peut parfois le penser. C'est-à-dire qu'un joint de colle ne fonctionne pas comme un composite postérieur sur 3 mm. Donc la polymérisation doit être réalisée à l'aide de lampes qui vont avoir une puissance supérieure à 1000 mW par cm², voire même 2000 si c'est possible. Donc à haute intensité et pendant une durée minimale, pour mon point de vue, au moins de 30 secondes, voire même de 1 minute, ce que moi je réalise dans mon cas. Un des meilleurs ambassadeurs pour cela est la Bluephase 20i, qui est une lampe qui est très fiable et qui dispose d'une puissance justement que l'on peut gérer et réguler selon les indications cliniques. Merci Stéphane. Donc voilà, on a essayé de traiter un maximum de questions dans le temps qui nous est imparti. Alors sachez que tout le reste des questions seront traitées individuellement. Vous recevrez les réponses par email. Donc voilà, toutes les questions que vous nous avez envoyées sont conservées et seront traitées assez rapidement à l'issue du webinaire. Merci Chakib. Je vais à présent clore cette conférence. Donc tout d'abord, je vais remercier Stéphane Koubi pour la qualité de sa très belle présentation, ainsi que nos intervenants Ivoclar Vivadan. Je vais également remercier l'ensemble de l'équipe Dental Espace qui a collaboré avec nous à la réalisation de ce webinaire. Et enfin, l'ensemble des équipes Ivoclar Vivadan qui ont également contribué à la réussite de ce projet. Et bien sûr, et par-dessus tout, merci à vous, internautes, de nous avoir suivis jusqu'à la fin de cette présentation. Vous allez recevoir sous peu un email avec une enquête de satisfaction pour avoir votre avis sur ce type de conférence. Donc n'hésitez pas à ajouter vos impressions, vos remarques. Ça nous permettra de vous proposer quelque chose d'encore mieux la prochaine fois. Je vous souhaite une très bonne soirée et à très bientôt. Merci. Bonne soirée. Bonsoir.